Et donc, TASPLAC, le principe, c'est qu'on va modéliser donc, un radier en 3 dimensions de façon simplifiée. De simplifier parce que l'idée, c'est qu'on va traiter le sol de façon simplifiée. Je vais vous dire pourquoi. Et donc, le sol, donc, c'est un sol de multicouche élastique, comportement élastique. Si vous avez bien suivi ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les semelles, à savoir le raisonnement, c'est que si on garantit que la capacité portante globale de la fondation reste inférieure avec une sécurité suffisante à la charge de rupture, la sécurité suffisante, c'est de l'ordre de 3, bah, vous êtes sûr d'avoir un comportement élastique. Ça, c'est acquis, quel que soit le type d'ouvrage d'ailleurs. Donc, du moment que vous avez vous mobilisez que 30% de la résistance, 30% de la charge de rupture, vous êtes sûr le choix d'un comportement élastique est parfaitement légitime. Et on n'en gagne rien à activer des comportements plus sophistiqués. Et donc, un rappel des bases théoriques et la mise en œuvre pratique dans Foxstar, exemple d'ouvrage et exercice d'application. Alors, position du problème. Ce qu'on cherche à traiter, c'est ça, ce que vous voyez sur l'image. En l'occurrence, un radier de forme qui n'est pas forcément rectangulaire, on va dire de forme quelconque, une inertie variable, qui supporte des charges qui ne sont pas réparties. Ça peut être des charges localisées, ligniques ou ponctuelles, et éventuellement en interaction avec un autre radier. Les deux sont en interaction, même s'ils ne sont pas liés. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en interaction via le terrain. Il y a un effet on appelle ça un effet de groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de traiter avec TASPLAC. Et ce terrain commun, c'est un terrain dont le comportement est supposé élastique pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure et qui est multicouche. Il peut avoir plusieurs couches, pas nécessairement horizontales. Donc, on peut très bien avoir des frontières ou des interfaces entre les couches qui sont inclinées. Donc, on peut définir un pendage. Et pour chaque couche, on va demander ce qui caractérise les lois de l'élasticité, un module de Young et un coefficient de Poisson. Donc après, bon, sans rentrer trop dans le détail théorique, ce type le type d'approche qui est utilisé dans TASPLAC, donc on l'a développé en 2006, TASPLAC, et puis il a été commercialisé depuis 2008. Donc c'est quelque chose, voilà, on a eu ça fait 14 ans, on va dire, 15 ans qui tourne à l'extérieur, et on l'utilise quasiment au quotidien à Terrasol pour des problèmes de radis ou de dallage. Et l'intérêt de cette approche qui avait été développée, c'est de traiter le sol, non pas comme ce qui était fait jusqu'à présent dans des bureaux d'études, non pas comme des ressorts, mais comme un vrai massif de sol. Donc un milieu continu avec tout ce que cela implique en termes d'effet de groupe et de continuité de déplacement et de réaction. Là, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que bah, l'idée, c'est qu'on va profiter du fait que le sol est élastique et donc le modéliser, donc le traiter par des solutions analytiques qui existent dans la littérature, principalement dérivées des travaux de Boussinesq. Et la seule chose qui va être, on va dire, numérisée ou discrétisée de façon numérique en élément fini, c'est le radis lui-même. Donc, par opposition, on qualifie cette approche à l'hybride, puisqu'il associe un modèle numérique pour le radier. Donc, on utilise des éléments finis de plaques pour le radier, à un modèle analytique pour le sol, par opposition à des approches numériques complètes qui consistent à tout mailler, y compris le terrain, à la fois en profondeur, mais aussi autour du radier. Et puis, par opposition aussi à des approches 100% analytiques, la solution du Giro que je vous ai montré tout à l'heure, qui traite d'un cas particulier très simple, qui est celui d'une fondation rigide ou souple, chargée uniformément. Ça, c'est un modèle, on va dire, 100% élastique. Et là, c'est un modèle hybride. Donc voilà, donc il y a une partie 100% analytique, pas élastique. Donc le modèle du Giro. Et là, c'est un modèle hybride parce qu'il y a une partie qui est analytique et une partie qui est numérique. Donc après, bon, pour avoir un peu plus de détails, c'est que ce modèle numérique qu'on va utiliser pour la plaque, il nous permet de constituer ce qu'on appelle une matrice de rigidité, qui permet de relier le charge extérieur, la réaction du sol sous la plaque, sous le radier, ou sous la plaque qui représente le radier, et le déplacement du radier, la flèche du radier. Et donc tout le tout sous format matriciel. Et puis après,
les solutions analytiques qu'on utilise pour le sol permettent d'établir une relation matricielle aussi entre la réaction du sol. Je rappelle action-réaction, la réaction du sol que vous voyez ici, c'est la pression qu'on voit le radier au sol, donc c'est l'opposé. Et puis, cette solution analytique permet d'établir une relation matricielle entre la réaction du sol et le tassement qui en résulte. Et puis après, on constitue, donc ça c'est le détail, simplement pour dire qu'on va discrétiser, pour le radier, on va le discrétiser en éléments finis de plaques 12 ou 9 degrés de liberté. Donc ça c'est ce qu'on appelle la matrice de rigidité. Et puis après, pour le sol, cette relation-là et les solutions analytiques qu'on va utiliser, c'est des solutions donc, qui sont dérivées du modèle de Boussinesq. Je rappelle que le modèle de Boussinesq, c'est un modèle qui Boussinesq, en fait, c'est pas forcément un mécanicien des sols, hein. C'est quelqu'un qui était connu, qui s'est fait connaître, on va dire, par ses travaux en mathématiques, en hydraulique, en mécanique des fluides, en électricité, mais pas en mécanique des sols. Alors, il s'est intéressé néanmoins à comment se comporte un solide élastique, mais d'un point de vue purement mathématique, sous l'effet d'une charge ponctuelle. Et donc, il a établi des solutions analytiques qui donnent la propagation de tassement et de contraintes sous l'effet d'une charge ponctuelle appliquée sur un massif élastique, un solide élastique. Voilà. Et puis après, derrière, des gens sont passés derrière pour exploiter ce résultat qui est en fait un tour de, on va dire, c'est un chef-d'œuvre, on va dire mathématique, ce résultat-là, qui avait été établi à l'époque, pour exploiter ce résultat et l'intégrer, entre guillemets, pour des configurations un peu plus complexes, des charges rectangulaires, des charges circulaires, des multicouches, etc. Donc, parmi on va dire ces auteurs, et on retrouve Steinbrenner, donc, qui a travaillé notamment sur comment extrapoler ou généraliser le modèle de Boussinesq dans le cas d'un massif multicouche. Mais néanmoins, l'hypothèse de base qui avait été établie par Boussinesq à l'origine, elle est toujours, elle gouverne toujours la validité du modèle que l'on va utiliser. C'est celle que les contraintes se propagent de la même manière dans un terrain multicouche que dans un terrain homogène. C'est-à-dire que si vous avez des contrastes de rigidité très élevés, par exemple, typiquement une couche qui a un module de déformation 100 fois plus important que la voisine, cette hypothèse-là ne va pas fonctionner. Et l'expérience montre qu'elle va conduire à des estimations. Par exemple, si vous avez une couche très très raide sur une couche molle, le fait d'utiliser de Boussinesq, qu'on va dire, ça va conduire à une estimation par excès des tassements. On va surestimer les tassements. Après, quand je dis surestimer, ce n'est pas un rapport de 10. En même temps, voilà, on peut surestimer de 20-30%, c'est ça les ordres de grandeur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont, voilà, je vous invite à lire cet article qui provient du congrès de mécanique des sols à Tokyo en 1977, et donc par Burland, qui a donc étudié ou discuté de façon approfondie de la validité de l'approche de Boussinesq, notamment à la lumière de retours d'expérience sur des bâtiments suivis et instrumentés. Et sa conclusion, c'est que ce modèle-là était valable pour la majorité des situations, dans la mesure où, effectivement, ça permet d'avoir un ordre de grandeur de tassement dans une fourchette de 0,7 à 1,5. Et on va dire, cette incertitude-là ou cette précision-là est liée au fait que finalement, les contraintes en réalité ne se propagent pas que en présence d'un multicouche, se propagent de façon différente, évidemment, et que le son n'est jamais homogène. Mais néanmoins, ça marche assez bien. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on continue de voir des modèles, dont TASFLAC, mais il n'y a pas que TASFLAC qui utilise Boussinesq, des modèles qui utilisent pleinement donc, ce modèle-là pour des problèmes de fondation. Et retenez simplement, si vous avez des stratigraphies très contrastées, l'approche vous donne une estimation par excès des tassements. Donc voilà, donc c'est ce modèle qu'on va utiliser et ce modèle-là permet donc d'établir cette relation matricielle que j'ai évoquée tout à l'heure entre la réaction du sol et le tassement qui en résulte. Et donc, et après, qu'est-ce qu'on va, cette réaction du sol, comme le radier est lui-même discrétisé en plusieurs éléments, en fait, cette réaction, on l'imagine comme étant composée de plusieurs zones de chargement. C'est-à-dire, sur le radier, on imagine que la réaction, c'est plusieurs petits rectangles chargés uniformément. Donc, on discrétise la réaction du sol en plusieurs petites charges au droit. Par exemple, dans le cas quand vous utilisez un maillage rectangulaire dans TASFLAC, en fait, la réaction du sol est supposée uniforme autour de chaque nœud.
Donc, quand vous êtes en partie centrale, c'est ça, la réaction de sol se développe sur un rectangle comme ça, centré sur le nœud. Et quand vous êtes au bord, bah, c'est une réaction qui correspond donc juste à un quart de rectangle. Et là, c'est trois quarts de rectangle. Et là, c'est un demi-rectangle. Et donc, et puis après, quand vous avez, et dans TASPLAC, dans cette nouvelle version, on peut aussi discrétiser le radis en éléments triangulaires. Et puis là aussi, en arrière-plan, le programme va discrétiser la réaction du sol en plusieurs, on va dire, c'est un groupe ou un ensemble de pressions uniformes au niveau de chaque élément, cette fois-ci. Voilà, donc il y a une subtilité, mais bon, c'est en arrière-plan, vous ne la voyez pas. Et donc, à partir de là, on constitue, on va dire, le système d'équations. Ce que va résoudre TASPLAC, c'est qu'il établit l'équation d'équilibre de la plaque. C'est ce que je vous ai montré ici, d'accord, qui fait intervenir la flèche de la plaque, la flèche du radier et la réaction du sol. Ensuite, il va utiliser cette relation-là, le modèle de Boussinesq, pour établir une relation qui fait intervenir la réaction du sol de nouveau et le tassement du sol, d'accord. Donc, ce sont ces deux relations-là. Et puis après, on écrit que le radier est en contact avec le sol. Ça veut dire quoi, le radier est en contact avec le sol? Ben, soit effectivement, il est en contact, il n'y a pas d'écollement. Donc ça veut dire que les deux se déplacent de la même manière. Le sol et le radier ont le même déplacement. Donc S égale à W. C'est ce que ça veut dire. W, c'est la flèche du radier. S, c'est le tassement du sol. Et par contre, ça, c'est valable que si effectivement le radier vient comprimer le terrain. Mais si le radier a envie de décoller, donc si on trouve, en faisant cette hypothèse, le calcul se rend compte qu'il y a des tractions qui apparaissent sur le radier, il y aura une itération qui va être faite, ou plusieurs itérations, qui visent à corriger cette traction et à autoriser le soulèvement du radier. Donc, au droit où le radier décolle, bah, on n'a plus d'égalité entre la flèche du radier et le tassement du sol, et la réaction au droit de ces ans-là est connue et vaut tout simplement zéro, puisque ça s'est soulevé, donc il n'y a pas de réaction de sol. Donc, dans tous les cas, ça nous ramène à un système de trois équations, trois inconnues. Les inconnues, c'est la flèche de la plaque, le tassement du sol et la réaction du sol. Et puis, à partir de là, on sait résoudre. Et la résolution permet d'avoir la flèche du radier en tout point. Donc, comment se déforme le radier, le tassement absolu, différentiel du sol, la réaction du sol. Mais aussi, on peut aussi, connaissant la déformée du radier, les réactions du sol, on peut calculer les sollicitations internes dans la plaque. Donc, les moments fléchissants, les efforts tranchants, etc. Donc, donc ça, c'est le principe, on va dire, théorique de l'approche. Donc, vous avez, donc, si vous voyez bien mon écran, vous avez, pour ceux que ça intéresse, vous avez un article qui est disponible qui est en accès libre et qui raconte un peu la façon dont on a développé la méthode, comment on l'a validée, etc., etc. Donc, je vais vous mettre le lien de cet article sur la fenêtre de conversation. Hop. Normalement, c'est en accès libre. Et donc, à partir de ces aspects théoriques, donc on a dans un module dans Foxta qui traite spécifiquement de ces configurations-là. Et dans cette nouvelle version 4 de Foxta, on a la possibilité de faire des choses, de traiter des configurations beaucoup plus complexes que ce qu'on faisait avant, parce que justement, on a donné la possibilité de traiter des maillages de façon triangulaire. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est d'ailleurs c'est le siège de l'ONU à Dakar, hein, donc qui est fondé sur Radis Général et qu'on a traité avec Foxta par exemple. Et puis après, et ça c'est une vue de la centrale nucléaire de Sizewell en Angleterre. Et donc ensuite vous avez ici un radier. L'idée c'est que on va définir plusieurs radiers. On peut définir plusieurs radiers qui sont soit collés, soit désolidarisés. Donc, s'ils sont collés, ça veut dire que c'est un même radier, mais qui peut avoir deux ondes d'épaisseur différentes ou deux ondes de rigidité différentes, évidemment. Donc, l'épaisseur peut varier. Pareil pour le coefficient de Poisson. Donc, on peut définir autant de zones que de radiers si on veut. Et puis, vous avez la possibilité après, donc pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'utiliser Foxta V3, dans la Foxta V4, on va moderniser, entre guillemets, la façon dont on va définir, introduire les actions, les géométries, etc. Donc, on va dire, enfin, à chaque fois, on va définir plusieurs types d'actions. Chaque action permet de générer quelque chose. Donc, une action plaque, une action surcharge, une action raideur.
Et puis, donc voilà, donc on peut définir par exemple pour les actions sur charge, ça peut être une charge répartie, rectangulaire, triangulaire, circulaire, une charge linéique, par exemple des voiles, ou des charges ponctuelles. Évidemment, ces charges-là s'appliquent sur le radier. Et le radier va les répartir selon sa rigidité et les transformer en réaction du sol, en pression, qui n'est pas nécessairement uniforme, évidemment. Donc, elle est définie par morceaux au droit de chaque élément. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a toujours été possible dans TASFLAC, depuis le début, c'est qu'on peut mettre des charges directement sur le sol. Ça veut dire typiquement le cas où j'ai un radier, par exemple, en cours de construction ou existant, et j'ai quelqu'un qui vient construire un remblai à côté, et je m'intéresse à l'interaction entre ce remblai et le radier, de combien le radier est entraîné par les charges appliquées par le remblai. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est possible de définir dans TASFLAC. Donc, par exemple, et c'est quelque chose qui ne va pas impacter le maillage, c'est une charge qui est traitée de façon analytique, elle s'applique directement au sol, donc elle peut être de forme quelconque sans que ça impacte le temps de calcul. Et puis après, donc l'intérêt, c'est voilà, bien qu'elles soient séparées, on est sur un même terrain, donc il y a forcément une interaction qui se fait via le terrain. Ce qui est nouveau dans cette version 4, encore une fois, c'est qu'on peut demander le tassement en des points spécifiques, c'est-à-dire on a calculé, on a un radier, et par exemple, je m'intéresse au tassement que va générer ce radier, par exemple, sur un bâtiment qui existe à côté. Et donc, à ce moment-là, je peux générer un groupe de points de calcul, et le programme est capable, une fois il a trouvé l'équilibre du radier, et une fois il a établi la pression qu'applique le radier au sol, il est capable de deviner analytiquement ce que cette pression va générer au niveau de n'importe quel point de la surface. Et c'est l'intérêt d'utiliser une solution hybride. Et donc de vous donner la cartographie de tassement à côté du radier, autour du radier, etc. Donc par exemple, statuer sur la zone d'influence géotechnique autour du radier. On peut traiter une stratigraphie avec un pendage, donc des frontières de couches qui ne sont pas horizontales. Donc il vous demandera d'indiquer une pente. Alors cette pente-là, c'est pas un angle, voilà, c'est vraiment la pente, ça veut dire c'est la tangente, quoi. Donc quand vous indiquez 0,2, ça veut dire pour lui, c'est une pente de 0,2 pour 1. 0,2 vertical, 1 horizontal. Et le plus important, c'est le point de référence, ça veut dire il va vous quand même, quand vous travaillez avec une stratigraphie qui présente un pendage, il vous demandera dans tous les cas d'indiquer une cote de la base, la cote de la base de la fondation. Et cette cote de la base, elle est censée s'exprimer à l'origine du repère, c'est le point 0,0. Et à partir de cette cote de la base de référence, qui est exprimée au point 0,0, il va, on va dire, générer la frontière on va dire de la couche, moyennant le pondage que l'on aura indiqué. Et en l'occurrence, c'est à partir de là qu'il va déterminer qu'est-ce que voit chaque nœud du radier, ou chaque point du radier, qu'est-ce qu'il voit en dessous de lui comme stratigraphie, comme lithologie, qui est donc d'épaisse, qui voit donc une stratigraphie qui varie d'un point à l'autre. La nouveauté aussi dans cette nouvelle version, pour ceux qui ont déjà pratiqué l'ancienne version, c'est qu'on peut maintenant faire varier la cote d'assise de la plaque du radier. Donc, si on a par exemple plusieurs radiers, on peut par exemple considérer chaque radier a une cote différente. Et quand je dis code d'application, c'est le même concept que le ZD de FontSup. Ça veut dire pour lui, c'est ce qui permet de calculer la contrainte initiale en place, quoi. Voilà, c'est ce qui lui permet donc de comptabiliser les tassements correctement. Et en l'occurrence, justement, tout à l'heure, je disais dans FontSup, la limitation des approches usuelles, c'est qu'on néglige les tassements de recompression. Dans TASFLAC, on a la possibilité de rendre compte de ces tassements de recompression. Donc, ça veut dire vous avez la possibilité d'indiquer le rapport entre le module de rechargement et le module de premier chargement. On va définir chaque couche avec un module, qui est généralement le module vierge. Et puis après, il va vous demander, si vous le souhaitez, un rapport K entre le module de rechargement et le module de premier chargement qui permettra de comptabiliser justement ces tassements de recompression, les tassements qui correspondent à des contraintes inférieures au poids des terres excavées. Donc après, si on ne met pas le cas, si on n'active pas cette fonctionnalité, ben, il fera un traitement comparable à celui de FontSup, par exemple, c'est-à-dire il va négliger le tassement de recompression.
On peut aussi simuler des problèmes de décollement. Donc, ça veut dire des zones où le radier se soulève. Pourquoi un radier se soulève? C'est parce que, par exemple, le chargement n'est pas, on va dire, centré. Vous pouvez avoir un chargement qui est très excentré par rapport au centre du radier et qui va conduire donc à un soulèvement aux extrémités, donc dans la zone où c'est pas chargé. On peut avoir, par exemple, des configurations où au bord du radier, vous avez une forte pression, une forte réaction du sol. Et dans un sol réel, ce pic de réaction va conduire à une classification locale qui ne remet pas nécessairement en cause la capacité portante globale, mais simplement, voilà, ça vous permet le programme est capable de simuler cette classification et il faudra juste indiquer c'est quoi la pression de classification. Sachez simplement, pour ceux que ça pourrait intéresser, que dans TASPLAC, on peut aussi faire des calculs de type structure, ça veut dire une dalle sur appui. On peut ne pas modéliser de couches du tout et considérer des ressorts répartis ou ponctuels qui appuient, qui supportent la plaque. Donc, ça vous permet donc de faire des calculs de structure, de type structure. Et en l'occurrence, ça peut être utile pour juger de la. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la notion de coefficient de réaction. Quel ressort donner à l'ingénieur structure? Ben, ça, c'est quelque chose qui permettra de le valider. Ça veut dire que vous avez la possibilité, avec un même modèle, de virer le terrain et de le remplacer par une distribution de ressorts et de voir quelle raideur il faut mettre dans ces ressorts pour que ça donne le bon tassement ou le même tassement que celui que vous aviez obtenu avec l'approche sur sol multicouche élastique. Et ça permet donc de donner un coefficient de réaction qui est pertinent à l'ingénieur structure, et en tout cas de valider le choix que l'on aura fait sur les coefficients de réaction. Et ces ressorts-là, bah, ils peuvent aussi être non linéaires si besoin, donc ils peuvent aussi décoller, plastifier, etc. Comme résultat, vous allez avoir accès à la cartographie des tassements du radier, donc ça c'est le résultat principal évidemment, mais le programme dans cette nouvelle version va vous donner aussi le coefficient de réaction. Et évidemment, cette notion de coefficient de réaction, ce n'est pas une propriété intrinsèque du terrain, il est tout sauf homogène, c'est simplement une représentation de la raideur apparente du sol qui varie entre le bord et le centre naturellement, mais vous avez la possibilité aujourd'hui dans TASPLAC de visualiser, d'apprécier cette variation, la façon dont varie le coefficient de réaction entre le centre et le bord. Et donc, il vous donne le coefficient de réaction, la cartographie des coefficients de réaction. Et donc, à l'ingénieur, évidemment, de faire un choix sur le zonage, notamment en distinguant un minimum ce qui se passe au bord de ce qui se passe en partie centrale. Si cette notion de coefficient de réaction vous intéresse particulièrement, on pourrait revenir là-dessus plus en détail en fin d'après-midi. Donc, je vous ai mis dans les supports que je vous ai remis, une présentation qui traite spécifiquement de cet aspect de coefficient de réaction. Et puis après, en parallèle, on a de quoi statuer sur la résistance structurale du radier. Donc, on a des moments fléchissants, MX, MY, aussi des efforts tranchants. Et puis après, en termes d'exploitation graphique, donc là, ce que j'étais en train de vous montrer, ce sont des cartographies ou des isovaleurs. On peut aussi faire des coupes selon X, Y ou des coupes inclinées ou orientées. Et puis après, les exemples d'application, bah, ça peut être des radiers sous chargement localisé. Là, c'est parfaitement pensé pour. Et là, c'est juste pour vous montrer, par exemple, pour ce cas-là, on s'est amusé à faire des comparaisons avec un traitement numérique complet dans lequel le sol est maillé, en plus du radier. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en termes de sollicitation, les deux résultats se superposent et en termes de tassement, bon, on a un écart de 10%. Voilà, c'est ça l'écart l'ordre de grandeur. Et puis après, vous avez comme type d'exploitation, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut demander au programme de sortir des tassements tout autour du radier, à des points bien au-delà du radier, et ça vous permet donc d'avoir une idée de la zone d'influence géotechnique autour du radier. Donc là, c'est ce qui est représenté ici. C'est un exemple qu'on va traiter ensemble tout à l'heure. Et on peut aussi traiter des problèmes d'allage. Donc de dallage, ça veut dire sous-chargement mécanique, évidemment. Il y a tout ce qui est retrait, tout ça, c'est pas couvert dans TASPLAC. Mais sous l'effet de charges ponctuelles, des charges en bande ou des charges réparties, bah, c'est tout à fait possible. Donc si vous avez par exemple des joints francs, on peut imaginer plusieurs panneaux d'interaction. C'est quelque chose que peut assez aisément modéliser dans TASPLAC. Vous avez l'exemple d'une poutre de roulement ici. Je vais vous voir qu'on peut mettre des inerties qui ne sont pas
qui n'est pas uniforme. Et donc là, c'est une poutre de roulement pour un projet portuaire avec des charges localisées. Et comme on peut le voir ici, le fait d'avoir une charge très localisée, ça peut conduire par exemple à un décollement sur les extrémités de la poutre. Donc c'est ce qu'on va voir ici, pour lesquels la réaction du sol en bleu est nulle et le tassement n'est plus égal à la flèche du radier. Des problèmes de radier nervuré, donc voilà, avec accès aux sollicitations, tassement, et problème d'effet de groupe, deux radiers ou deux fondations d'interaction placées sur un même massif. Et donc là, si on traite chaque fondation de façon indépendante, on aboutit ici à un tassement de l'ordre de 3 cm et à un tassement différentiel qui est très faible. Ici, maintenant, je considère les deux en même temps, parce qu'on imagine par exemple que ces deux bâtiments qui sont édifiés en parallèle, à ce moment-là, vous avez un effet de groupe, un basculement, entre guillemets, de chacun des radiers vers la zone d'interaction, et puis un tassement différentiel qui est critique dans le cas présent. Interaction entre deux radiers voisins, donc ça c'est le cas qui est montré ici, voilà. Donc ça c'est je tiens attention sur le fait que les deux radiers sont parfaitement identiques et chargés de la même manière. Donc le fait que ça bascule, c'est pas lié aux charges, c'est lié aux réactions. Et puis bon là, ça peut être des radiers chargés uniformément, des réservoirs en interaction, voilà, c'est des choses qu'on peut assez aisément faire. D'autres types d'applications, des fondations d'éoliennes avec un problème d'écollement par exemple, fondations circulaires, annulaires, pardon. Donc avec un trou au milieu. Et puis, on peut aussi faire des calculs de dalles sur appui, des calculs structures, des dalles rectangulaires ou des dalles avec de forme polygonale. Donc, voilà, c'est des choses qu'on peut assez aisément faire. Et puis là, c'est juste pour vous montrer des exemples de comparaison entre un traitement tasse-plaque et un traitement avec un modèle numérique complet, dans lequel le sol que vous voyez ici, le massif de sol émaillé, donc pour un radier de géométrie un peu complexe. Voilà, donc on va dire dans un modèle numérique complet, on doit tout mailler, alors que dans tasse-plaque, on ne maille que la zone du radier et le reste, c'est analytique. Et donc, voilà, la comparaison. Je fais des coupes sur la flèche. En vert, c'est tasse-plaque, en bleu, c'est plaque-6. Il n'y a pas de différence. Sur les sollicitations, il y a quasiment, les courbes sont superposées. Gardez, c'est ça les ordres de grandeur, ce qu'on gagnerait avec un traitement plus élaboré, c'est ça évidemment. Après, ce qu'on n'a pas dans tasse-plaque, c'est tout ce qui est phasage, tout ce qui est non-linéarité éventuelle, interaction avec un tunnel, un soutènement. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite pleinement, qui justifie pleinement de recours à des modèles plus sophistiqués. Mais si vous avez juste un problème de fondation, du fait que le sol reste en domaine élastique, on peut très bien s'en sortir avec des modèles plus simples.